Bonjour à tous, aujourd'hui nouveau format, la masterclass. Alors la masterclass, qu'est-ce que c'est? Concrètement, je vais essayer d'inviter sur la chaîne un investisseur, un expert d'un sujet lié au monde de la crypto-monnaie. Parce qu'aujourd'hui, on a tellement de choses dans ce monde de la crypto-monnaie, on a des NFT, de la DeFi, différents écosystèmes, Avalanche, Cosmos, Ethereum, bref, on sait plus où donner de la tête. Donc l'objectif de ce format, c'est d'inviter un expert qui va tout nous dire sur un sujet. Aujourd'hui, on invite Abdelhamid Barka, un expert de l'écosystème Ethereum et développeur de l'EIP 1559, donc c'est un référent technique assez majeur quand même dans l'écosystème français, et il va nous parler des Layer 2, des différents types de Layer 2, des différents types de roll-up ensuite derrière, il va dire quelle est sa thèse par rapport à tout ça, il va expliquer techniquement, bref, c'est une vraie masterclass, comme indique le nom du format, sur les Layer 2 et les roll-up. Et derrière, on va essayer de comparer tout ça avec les différents Layer 1 comme Avalanche, Solana, et pour savoir au final qui gagnera la guerre entre les blockchains. Sur ce, je vous invite à commenter, liker, vous abonner pour faire plaisir à l'algorithme et rémunérer mon travail. Trêve de mondalité, c'est parti. Et hop, on est live. Merci à toi, Abdel, d'être venu aujourd'hui. Et la première question que je vais te poser, tu vois, très brièvement, est-ce que tu peux te présenter et donner un peu de contexte à nos auditeurs? Bien sûr. Donc, merci Ben à toi déjà pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être là. Pour me présenter rapidement, donc moi j'ai un background vraiment technique, donc dans l'ingénierie. Donc j'ai fait une école d'ingénieur en informatique, spécialité monétique et sécurité des systèmes. Donc ça tombe bien. Avant d'être dans la blockchain, j'avais appris la partie théorique de ce qu'est une monnaie, quelles sont les caractéristiques d'une monnaie, etc. Donc, c'est des choses aussi qui me servent aussi beaucoup aujourd'hui pour faire le comparatif justement avec les monnaies fiat et ce qu'on peut trouver dans la crypto. Donc, gros focus sur la partie sécurité et cryptographie en général. Donc, ensuite, j'ai travaillé pendant 6 ans dans une fintech, dans une startup en fait dans le domaine du milieu bancaire. Donc, c'était sur le développement d'un système qui permettait aux utilisateurs de payer avec leur smartphone en utilisant du sans contact, donc le NFC, donc avec des clients bancaires, ce genre de choses. Donc, une solution, bien sûr, avec des fortes contraintes de sécurité, notamment en termes de règles. Donc, il fallait des certifications PCI DSS, ce genre de choses. C'est pour Ouais. les entités qui manipulent des données cartes bancaires. Donc, c'est un gros impact sur les processus de développement de l'entreprise, etc. Donc voilà, ensuite après je suis tombé vraiment amoureux de la blockchain, donc j'ai vu au début passer Bitcoin, j'ai fait un petit peu joujou avec, etc. Mais c'est vraiment quand j'ai découvert Ethereum que je suis devenu mordu. Vraiment, c'était comme une révélation, hein. C'était surtout la partie philosophique qui m'a tout de suite conquis. Je me suis dit, ouais, il y a vraiment l'opportunité de faire des choses incroyables grâce à Ethereum et grâce à des systèmes décentralisés. Et donc voilà, de fil en aiguille, je me suis dit, bah, j'ai envie de bosser là-dedans à plein temps. Donc j'ai décidé de quitter mon ancienne boîte pour me lancer à plein temps. Et donc j'ai rejoint Consensus, du coup, qui est une entreprise, je pense que pas mal de gens de l'écosystème connaissent, qui a fait beaucoup pour l'écosystème Ethereum, notamment MetaMask, Infura, ce genre de choses. Et donc, j'ai été ce qu'on appelle un Ethereum Core Developer, donc pendant 4 ans. Donc, un Ethereum Core Developer, c'est quelqu'un qui va travailler sur le protocole Ethereum. Donc, vous savez, vous, par exemple, vous connaissez les smart contracts, les applicatifs qui tournent sur Ethereum. Et en fait, travailler sur le protocole, ça veut dire ce qui exécute finalement les smart contracts, la Ouais. connexion entre les différents nœuds du réseau, etc., ce genre de choses. Ensuite, j'ai fait un petit tour sur l'écosystème Cosmos pendant un peu moins d'un an. C'est un écosystème qui m'intéressait en termes de vision sur l'interopérabilité, ce genre de choses. J'aimais bien la philosophie d'une chaîne qui se focalise sur un cas d'usage particulier. Je trouvais que c'était intéressant, plutôt que d'essayer d'être générique et de faire tout. Mais forcément, quand on fait tout en informatique, il y a toujours des compromis. Donc, je voulais voir cette philosophie-là. Et je suis revenu récemment sur l'écosystème Ethereum, qui est mon premier amour, on va dire. Voilà, j'ai pas mal réfléchi, mûri dans ma réflexion, notamment sur les différences entre le proof of stake et le delegated proof of stake, etc. Et je me suis beaucoup questionné. Et plus j'avance, et du coup, je me suis vraiment rapproché encore plus de l'écosystème Ethereum et Bitcoin aussi. Je pourrais en reparler un peu plus en détail. Mais voilà, un petit peu pour mon parcours, mon background. Et voilà.
Ok, génial. Justement, c'est de l'écosystème Ethereum qu'on va parler aujourd'hui. L'objectif un peu de cette interview pour moi, c'était de faire une sorte de masterclass sur les roll-up, les layers 2, et que tu voilà, défriches un peu tout ça. Alors déjà, la première question qui est un peu la base, c'est que pour les auditeurs, qu'est-ce qu'un roll-up? Voilà. Déjà, on Ouais, s'échauffe, tu vois. Qu'est-ce qu'un roll-up? ouais, carrément. Alors, avant de dire ce qu'est un roll-up, pourquoi on a besoin de roll-up et pourquoi ils existent, euh, on va revenir aux problématiques de base d'une blockchain qui est le fameux trilemme insoluble. À savoir, on va réfléchir selon trois axes, la décentralisation, la sécurité et la scalabilité. Hmm. Donc la décentralisation, voilà, c'est à quel point le système va être décentralisé. Donc à quel point il n'y aura pas d'intermédiaires, il n'y aura pas un petit nombre de personnes qui ont un pouvoir particulier sur le réseau. La sécurité, voilà, c'est à quel point la chaîne va être fiable et sécurisée. Et la scalabilité, c'est il y a deux axes sur la scalabilité, c'est le débit en nombre de transactions sur une blockchain et aussi l'utilisation dans le sens où une transaction, il faut qu'elle soit pas chère finalement pour qu'un système soit utilisable. Et en réalité, donc, pourquoi on parle de trilemme et on les représente sous forme de triangle? Parce qu'en fait, on constate assez vite qu'on peut pas avoir les trois pleinement et on est obligé de se focaliser sur deux. Euh, donc voilà, et par exemple, Ethereum, là, dans l'état actuel, se focalise sur la décentralisation et la sécurité, mais ce qui en pâtit, bah, c'est la scalabilité. Donc comme tout le monde le sait, et c'est aussi, j'imagine, pourquoi beaucoup de personnes aussi ont un peu fui Ethereum, c'est des frais de transaction qui sont élevés et un manque de scalabilité en termes de débit de transaction. Ouais. Donc, le seul moyen pour remplir cette troisième fonction de scalabilité, c'est d'abandonner ce qu'on appelle l'aspect monolithique d'une blockchain. Donc, pendant très longtemps, les blockchains, en fait, il y a eu Bitcoin, première génération, ensuite Ethereum qui a apporté les smart contracts. Et après, l'idée, c'était de faire tout dans la même blockchain, c'est-à-dire à la fois l'exécution, la partie consensus, donc comment on se met d'accord sur les blocs, la partie données, le stockage des données, etc. Et en fait, maintenant, on constate de plus en plus que c'est pas possible, et donc il faut de la modularité. Donc la modularité, c'est l'inverse, c'est-à-dire on va prendre les fonctions de base d'une blockchain, donc exécution, consensus, pardon, la donnée, et on va dire, on n'essaie pas de résoudre tous les problèmes avec une couche, mais on déporte et on a un modèle de couche. Donc, quand on va parler de layer 1, du coup, par exemple, dans le cas de Ethereum, Ethereum va se focaliser sur la partie consensus, la partie données, et la partie exécution va se faire ailleurs. Et le ailleurs, c'est quoi? C'est le layer 2. Donc là, on arrive à une solution de seconde couche qui va s'occuper de la partie exécution. Donc, avant déjà de dire ce qu'est un roll-up, il faut aussi rappeler peut-être qu'il y a plusieurs types de layer 2. Globalement, on va trouver les sidechains. Les sidechains, ça va être par exemple comme Polygon. Donc en Mhm. réalité, ça va être une chaîne qui va s'opérer de manière indépendante. C'est un réseau à part qui va avoir son propre consensus, ses propres règles de sécurité, etc. Et en fait, entre les deux, il va y avoir des bridges dans les deux sens qui vont permettre d'aller de l'un à l'autre. Donc vous, si vous voulez faire des transactions pas chères, vous pouvez bridger votre Ethereum et l'emmener sur Polygon et après faire de la DeFi, des NFT, ce que vous voulez. Moi, je ne crois pas à ce modèle de sidechain pour la bonne et simple raison qu'en réalité, euh, on ne peut pas considérer que c'est pleinement un layer 2 dans le sens où il a des mécanismes de sécurité qui lui sont propres, il a son propre Ouais. consensus, etc. Donc, ce n'est pas une extension de Ethereum, c'est vraiment un système qui est à part. Donc, moi, je ne crois pas à ça parce qu'en plus, il y a plein de problèmes sur la résistance à la censure ou ce genre de choses. Donc, voilà. Donc, première catégorie, les sidechains, que moi, j'élimine personnellement par conviction. Donc voilà. Ensuite, il y a les roll-ups. Maintenant, les roll-ups, le principe de base, c'est quoi? C'est que on va avoir le L1, donc Ethereum, on va avoir un smart contract sur le L1, Ouais. d'accord, un smart contract classique, qui va maintenir ce qu'on appelle l'état du state. Donc en fait, c'est un peu, comme vous direz, une snapshot de la base de données de la blockchain. Si on visualise conceptuellement la blockchain avec une base de données, on va dire il y a Voilà, des donc en données gros, il va dedans. regarder comment elle est. Voilà, exactement. Et donc, on a une donnée qui nous permet de dire voici l'état de la blockchain et je peux savoir si il est valide ou pas. D'accord? Et Ok. les rollups, ce qu'ils vont faire, c'est que l'exécution va être sur un deuxième layer, donc un layer 2, sur un réseau à part entière avec des blocs et tout. Et l'idée de base, si on veut schématiser, c'est qu'on fait plein de transactions
on va les batcher ensemble, c'est-à-dire qu'on va les regrouper. Par exemple, vous prenez 1 million de transactions, vous les regroupez en une seule et vous l'envoyez au smart contract qui se situe sur le layer 1. Et lui, il va vérifier si c'est valide ou pas. Et en fonction de comment on vérifie si c'est valide ou pas, c'est ce qui va déterminer les deux familles de rollup, à savoir les optimistic rollup et les ZK rollups. Mais en tout cas, ils ont le même principe de base. On va batcher des transactions. On va en envoyer une sur le layer 1. Le contrat sur le layer 1 vérifie que c'est bien une bonne transition. Et si oui, il applique les changements sur le layer 1. Et ce qui est intéressant dans les rollups, c'est qu'on peut avoir une bonne scalabilité, donc faire plein de transactions, etc., pas cher, mais pour autant, on repose uniquement sur la sécurité d'Ethereum. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup les rollups. Donc peut-être je fais une petite pause à ce moment-là avant de repartir un petit peu sur la suite, mais je ne sais pas si j'ai été clair. Non, très bien, très clair, c'est une belle introduction. Et oui, bah, c'est un peu ce que tout le monde a fait comme conclusion sur les roll-ups quand tu creuses un peu, c'est que la pertinence, elle est sur la scalabilité et on peut peut-être résoudre le trilemme parce que on peut avoir la sécurité et la décentralisation d'Ethereum en dessous dans la couche numéro 1. Et tout à l'heure, tu as parlé du coup des deux types de roll-up, de Optimistic et ZK roll-up. C'est quoi la différence et quel est le résultat de cette différence sur les utilisateurs comme toi et moi en DeFi, en NFT, etc. Oui. Alors, comme je disais, ils ont un peu le même mécanisme de base, à savoir le smart contract sur le layer 1 qui vérifie, etc. Là où ils se distinguent, c'est sur la façon dont ils gèrent la sécurité. Les optimistic rollup, comme leur nom l'indique, dedans, il y a optimiste. Donc, pourquoi on dit qu'ils sont optimistes? Parce qu'en fait, ils vont considérer que ce qu'on leur dit est vrai, pour faire très simple. On va dire, ok, bro, c'est quoi le nouvel état de la blockchain? On va lui dire, vas-y, c'est ça le nouvel état. Et l'idée, c'est de se dire, ok, je te fais confiance, il n'y a pas de souci. Mais je te fais confiance, mais je laisse une période de temps, d'accord, 7 jours typiquement, durant laquelle n'importe qui dans le réseau peut dire, non, lui il ment, c'est pas vrai, c'est pas ça le nouvel état de la blockchain. Et si il se passe rien pendant cette période de 7 jours, ok, on va appliquer le changement sur la couche numéro 1. Si quelqu'un a prouvé que ce changement est frauduleux pendant cette période-là, il envoie ce qu'on appelle une fraud proof. Donc, typiquement, c'est une preuve de fraude. Et tout ce qui a été envoyé va être annulé. En gros, on va revenir à l'état précédent jusqu'à obtenir un bloc qui n'est pas litigieux ou qu'il n'y a pas de preuve de fraude. Donc, on dit, ouais, ok, on fait confiance, mais en fait, si quelqu'un prouve qu'il y a une fraude, on annule. On revient en arrière. On en revient en arrière. Donc, c'est intéressant. C'est-à-dire que le modèle est fiable tant qu'il y a au moins un acteur sur le système qui est honnête. Donc, on peut se dire que c'est une hypothèse qui est assez légère, dans le sens où on peut penser que probablement avoir un seul acteur dans le système qui est fiable, on peut l'avoir. Si tu as un système avec plein d'acteurs, parce que quand on parle d'acteurs, c'est pas que les nœuds du réseau, c'est vous, moi, etc. N'importe qui peut prouver qu'il y a eu une fraude. Donc, on peut imaginer que dans ces systèmes-là, il y a des gens qui auront des raisons suffisantes de monitorer ce qui se passe sur le réseau et de dire quand il y a des fraudes. Il y en a déjà eu l'exemple récemment d'une fraude qui a été à plusieurs millions, je ne sais plus le montant, etc. Il y a eu une preuve de fraude et tout s'était rentré dans l'ordre. Donc, c'est intéressant de voir que dans la pratique, ça marche quand même. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disaient, oui, mais c'est hypothétique, on ne sait pas si vraiment quelqu'un reporterait une fraude ou pas. Et là, on a eu un cas concret sur un gros montant. Donc, ça montre que quand même le système marche. Les impacts sur les cas d'utilisation, en fait, cette période de 7 jours, elle est très impactante en fait sur les cas d'utilisation parce que en réalité, vous ne pouvez considérer les transactions comme finales que après cette période-là, parce que sinon, vous n'avez pas forcément les garanties que ça va pas être annulé. Donc, typiquement, si vous faites je sais pas, un retrait sur un réseau Arbitrum ou Optimism, qui tous les deux sont des optimistic rollup, depuis un exchange centralisé, etc. Et en fait, durant cette période de dispute période, ce qu'on appelle la dispute période, vous n'êtes pas garanti qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Donc ça, c'est un peu limitant. Enfin, c'est même très limitant pour les cas d'utilisation. Ça peut être mitigé pour certains cas d'utilisation. Typiquement, sur les transferts, ça peut se gérer. Sur les transferts de tokens ERC20, comment ça peut se gérer? En fait, on va avoir au milieu des liquidity providers, un petit peu comme ce que vous retrouvez sur un DEX, comme Uniswap, etc. C'est des gens qui vont fournir de la liquidité. En fait, le service qu'ils vont fournir, c'est que eux, ils vous permettent de ne pas attendre cette période de 7 jours. Ils font l'intermédiaire et ils prennent juste une commission parce qu'ils rendent ce service. Ils vous permettent de faire le transfert immédiatement, sans attendre, en échange d'une petite commission. Donc ça, c'est intéressant. Ça permet d'accélérer les transferts. Donc, il y a des solutions qui existent, qui sont live sur Optimism, etc., qui permettent de faire ça. Donc ça, que vous voulez aller très vite, ça, vous utilisez ce genre de solution.
Mais ça marche que sur les ERC20. Parce que typiquement, dans le cas d'un NFT, c'est pas possible parce que par définition, un NFT est unique. Donc, vous ne pouvez pas avoir quelqu'un au milieu qui vous prête l'équivalent, etc. Ça ne marche pas. Donc voilà, donc ça c'est la première famille, les optimistic rollups. Yes. Si on parle maintenant des ZK rollups, et après on peut revenir en détail sur les différences. Les ZK rollups, ils ont un fonctionnement de base très différent. Ils se disent, on va pas faire confiance à des acteurs, on va faire confiance aux maths, tout simplement. Donc ils vont utiliser ce qui me paraît plus pertinent en tant qu'ingénieur. Plus pertinent, ouais, plus pertinent en tant qu'ingénieur et même plus proche de la nature profonde de la blockchain, in fine. On a voulu, avec la blockchain, enlever tout type d'intermédiaire. Exactement, trustless. Donc, la seule chose sur laquelle on peut truster, c'est les maths. Alors, on va essayer peut-être un peu de dire très rapidement ce que c'est que du zero knowledge, parce que dans ZK Rollup, ça veut dire zero knowledge. En gros, zero knowledge, si on veut faire ça très simple, c'est une technique en cryptographie qui permet de vérifier quelque chose sur un secret ou une donnée sans révéler cette donnée ou ce secret. Je vais vous donner un cas d'exemple pour vous les illustrer. On va dire par exemple, moi, je sais pas, je tiens une salle, d'accord, et je suis à l'entrée de la salle et j'authentifie certaines personnes en fonction d'une certaine règle que moi je fixe. Et ma règle, ça va être quoi? Je suis avec un jeu de cartes, d'accord, un jeu de 52 cartes classique avec des cœurs, piques, trèfle, carreau. Toi, tu viens, tu vas entrer, tu tires une carte parmi mon jeu et je dis, je te fais rentrer uniquement si tu as une carte rouge, d'accord? Mais toi, tu veux pas me dire laquelle carte tu as. Donc, comment tu vas faire pour me prouver que tu as une carte rouge? Ben, tu vas me montrer 26 cartes noires. Donc, en me montrant 26 cartes noires, tu me prouves que tu as une carte rouge, mais sans jamais me révéler que tu as l'as de cœur, par exemple. Donc voilà, c'est un peu une métaphore que j'utilise pour faire comprendre ce que c'est. Ouais, ça permet de comprendre très facilement ce que c'est que le zero knowledge. Donc, prouver quelque chose sur un secret. Donc, la personne, elle va mathématiquement, elle sait que vous mentez pas, mais pour autant, vous gardez votre donnée. Donc, c'est très intéressant pour des use cases de privacy où vous voulez pas révéler vos données, etc. Donc ça, c'est le principe de base. On peut fournir une preuve. Et donc, dans le cas des ZK Rollup, qu'est-ce que c'est? On va être capable de fournir une preuve qu'un certain calcul a été effectué. Donc, le calcul, c'est quoi? C'est l'exécution d'un smart contract. Vous allez être capable de prouver que vous avez exécuté un smart contract de la bonne façon sans tricher. Vous envoyez cette preuve et mathématiquement, on peut vérifier que vous l'avez fait. Et donc, cette fameuse preuve, elle va être envoyée sur le fameux smart contract qui est sur la couche 1, donc sur Ethereum, qui va vérifier. Ouais, exactement, la couche 1. Elle a la capacité de vérifier que cette preuve mathématique est vraie. Et dans ce cas-là, elle peut faire la transition et reporter les modifications sur le layer 1 immédiatement. Donc, on n'a pas besoin de cette période tampon de 7 jours dans laquelle les gens peuvent soumettre une preuve de fraude, parce que par définition, il n'y a pas possibilité de faire une fraude. Donc, dans ces systèmes-là, c'est très intéressant parce que pourquoi ça va très bien scaler à grande échelle, c'est que on n'a pas besoin que tout le monde exécute le smart contract sur le réseau, parce qu'en réalité, même si une seule personne exécute et génère une preuve, on peut lui faire confiance, parce que mathématiquement, elle ne peut pas tricher. Et c'est pour ça qu'en fait, les blockchains de Layer 1 ne peuvent pas scaler, parce que pour ne pas avoir confiance, tous les nœuds du réseau sont obligés de réexécuter le smart contract. Donc en fait, toutes les machines du réseau réexécutent plein de fois, voilà, exactement le smart contract et tout. Là où on a le prouveur, qui est l'entité qui va générer une preuve, c'est la seule personne qui a besoin d'exécuter réellement le smart contract. Après, on pourra revenir après sur les impacts, s'il n'y a qu'un seul prouveur, est-ce qu'on peut décentraliser cette partie-là et tout, parce que ça, c'est intéressant. Mais en tout cas, voilà, la grosse différence, c'est Optimistic Rollup, je compte sur des acteurs qui ont un comportement honnête, et ZK Rollup, je compte sur des mathématiques. Pour faire très simple, c'est ça la différence. Ok. Et du coup, par rapport à cette différence, par rapport à l'utilisation qu'on peut en faire de la DeFi ou des NFT ou que sais-je, en général, Play to Earn, etc., globalement, ça va se résulter sur une plus grosse scalabilité du côté des ZK Rollup. Une plus grosse scalabilité, des transactions qui sont finales directement, donc ça n'a pas besoin d'attendre cette. Donc ça, c'est quand même. Et un plus en termes de sécurité, puisque c'est impossible de tricher. Exactement. Donc, meilleure sécurité, meilleur débit théorique. On peut aller plus loin en termes d'échelle via les ZK Rollups que via les Optimistic Rollups. Par contre, ils ne sont pas exempts de tout inconvénient, pour être objectif. Les Optimistic Rollups, ils ont quand même un avantage énorme, c'est qu'ils sont beaucoup plus simples en termes d'architecture. OK. Et il est beaucoup plus facile d'avoir un Optimistic Rollups qui est EVM compatible. Donc, qu'est-ce que c'est EVM compatible? C'est la capacité de pouvoir exécuter des smart contracts qui vont être développés en Solidity, qui marchent tel quel sur Ethereum, et de prendre le même code et de pouvoir le déployer sur un Optimistic Rollup. Ça, c'est très facile, en fait.
Les Z-Carolop, c'est beaucoup plus compliqué et c'est un critère discriminant qui va les différencier. Parce que là, on a parlé des optimistic rollups, des Z-Carolops. Maintenant, on peut peut-être après zoomer sur les Z-Carolops et voir les différentes ramifications parce qu'il y en a plusieurs. Et le côté EVM compatible, c'est un critère discriminant. On pourra revenir dessus après. Mais voilà un petit peu pour faire Yes. un petit peu de background. Ok, génial. Bah, moi, je pense que le côté EVM compatible, c'est un problème d'effet de réseau parce que les Arbitrum, etc., pourront bénéficier de l'effet de réseau d'Ethereum directement et de la communauté d'Ethereum Exactement. très facilement, Complètement. alors que les autres vont devoir développer leur propre communauté. Euh, donc là, si on zoome sur les ZK Rollup, on a deux différences de mécanismes dans les ZK. On a ZK Snark et ZK Stark. Est-ce que tu peux étayer du coup ces deux différences de mécanismes et est-ce que tu peux nous donner, encore une fois, la conséquence pour l'utilisateur final en DeFi, NFT que sais-je. Ouais, ok. Ouais, on va pas rentrer dans les mécanismes mathématiques qui les différencient, mais on va dire justement les impacts sur les cas d'utilisation. Ok. En fait, la première grosse différence, c'est que les snarks, ils ont besoin de ce qu'on appelle un trusted setup. Le trusted setup, c'est quoi? C'est une cérémonie au début du lancement du réseau. Donc là, vous allez vouloir créer un ZK Rollup. Il va y avoir une cérémonie, donc avec des participants qui vont faire des opérations entre eux, des échanges, etc., pour configurer le réseau. Et comme son nom l'indique, il a besoin de bien se passer pour que la sécurité après du réseau soit garantie. Il n'y a qu'un seul moment dans la durée de vie du système dans lequel on a besoin d'avoir confiance, c'est ce fameux setup. Ensuite, c'est sécurisé, il n'y a plus besoin de garantie à ce niveau-là. Mais c'est quand même un point dans lequel il faut être clair là-dessus. Les Stark, par exemple, ils n'ont pas besoin de trusted setup. Donc quand même, malgré tout, ça reste un avantage non négligeable. Okay. L'impact aussi sur la vie réelle et les cas d'utilisation, c'est que dans un trusted setup avec des snarks, on va configurer le système et en gros, pour faire assez simple, les programmes qui tournent sur des snarks, ils sont basés sur des circuits. On appelle des circuits, donc c'est des choses qui vous permettent de prouver mathématiquement les étapes de calcul. Et ces circuits, vous allez devoir définir des paramètres et notamment leur taille. D'accord, leur taille de circuit, etc. Et en quelque sorte, ça définit la taille maximum des programmes que vous pourrez déployer sur votre ZK Rollup. Donc, ils ont quand même cet inconvénient et c'est pas flexible dans le sens où, pour changer ça, on ne peut pas faire ça sans repasser par un setup. Donc, c'est pas anodin. Ça veut dire que les Stark, ils ont une plus grande flexibilité du fait qu'ils n'ont pas cette fameuse cérémonie. Donc, c'est bien parce que ça enlève encore une hypothèse de sécurité parce qu'il n'y a pas besoin de trusted setup. Et en plus, c'est plus flexible. Donc, la taille des programmes maximale n'est pas définie à l'avance. Donc, c'est plus flexible pour le long terme. Voilà. Okay. Ensuite, en différence notable, on peut dire aussi que la génération des preuves avec les Stark, elle est plus rapide et elle a une complexité moins grande, une complexité algorithmique moins grande. Donc ça, c'est intéressant, c'est une propriété qui concrètement permettra plus facilement de décentraliser la partie génération des preuves. Donc tout à l'heure, je vous disais, il suffit qu'il y ait un seul acteur qui génère une preuve pour que le système soit sécurisé. Ouais. Mais en fait, il y a quand même des contraintes assez fortes sur l'entité qui va générer les preuves en termes de matériel. Il faut des machines très puissantes en fait, pour générer les preuves. C'est assez coûteux finalement. Donc, problème de décentralisation. Exactement. Donc voilà. Et donc en fait, le fait que les Stark soient moins coûteuses pour la partie preuve, ça fait que ils vont être plus simples à décentraliser. Donc ça va être plus simple avec des Stark d'être capable de décentraliser la partie prover. Et donc à terme, l'objectif, par exemple, si on parle de Starknet, l'objectif de l'entreprise Starkware, donc qui est derrière le réseau Starknet, l'objectif final, c'est d'être capable de générer une preuve là-dessus sur un smartphone en fait à terme. Donc on n'y est pas, hein, ça va prendre quelques années. Mais là, ça serait vraiment le niveau ultime, être capable de générer des preuves sur un smartphone. Donc voilà un petit peu sur les différences notables. Une autre, j'allais dire anecdotique, ça ne l'est pas, mais c'est le côté résistance aux attaques quantiques. Les snarks ne le sont pas et les Stark le sont. Donc les Stark sont résistantes aux attaques quantiques de par les algorithmes qu'ils utilisent. Bon, peut-être ça ne parle pas au grand public, mais voilà. En tout cas, ils sont résistants aux attaques quantiques. Donc on peut considérer qu'ils sont plus pérennes dans le temps, à long terme, et que même s'il y a des ordinateurs quantiques assez puissants qui apparaissent, ils ne pourraient pas compromettre des systèmes qui utiliseraient des Stark. Ok, et justement, si on doit zoomer sur un de ces roll-ups sur lesquels tu es particulièrement actif, qui est Starknet, ma question maintenant, c'est qu'on parle beaucoup de Starknet, enfin, je vois en tout cas beaucoup de gens qui me disent que Starknet est une très bonne solution et potentiellement une des meilleures solutions de l'Layer 2 dans l'avenir. Ma question là-dessus, c'est pourquoi
toi, à titre personnel, tu es particulièrement optimiste sur cette solution-là, et en quoi elle a un avantage compétitif par rapport à ses concurrents, que ce soit Optimistic Rollup ou autres ZK Rollup. Ok, très bien, très bonne question. Alors, je vais déjà balayer la question sur la différence avec les Optimistic Rollup, parce que de toute façon, je crois plus aux ZK Rollups qu'aux Optimistic Rollup. Voilà. Naturellement, je privilégierai toujours Naturellement, d'un point de vue technologique, c'est plus scalable et sécurisé. Ouais, exactement. Ouais. Okay. Et même philosophiquement, je préfère faire confiance au maths. Donc voilà, très vite. Maintenant, les ZK Rollups, comme je disais tout à l'heure, donc il y en a plusieurs qui sont en train d'émerger. Donc on a Starknet, on a ZK Sync, on a Scroll, on en a d'autres. Une des énormes différences finalement, c'est le côté EVM compatible ou non, justement. Starknet, ils ont pris la décision drastique de se dire on ne va pas être EVM compatible. Donc effectivement, l'effet de réseau, tu l'as dit, ça fait que c'est beaucoup plus dur pour eux d'attirer des développeurs, des applications qui vont builder sur leur réseau, etc. Parce qu'en fait, pour être très concret, ils ont créé un nouveau langage. Donc un nouveau langage qui s'appelle Cairo, qui va permettre de créer justement des smart contracts qui utilisent des Stark comme preuve de calcul. Et donc, comme ils ont créé un nouveau langage, c'est, comme tu l'as dit, beaucoup plus difficile d'attirer des développeurs, etc. Donc, ça, c'est l'inconvénient majeur de décider de ne pas être EVM compatible. Par contre, en énorme avantage, il y en a deux. Premièrement, il est extrêmement difficile de faire une ZK EVM, donc c'est-à-dire un ZK Rollup qui est EVM compatible. ZK Sync le font, non? ZK Sync le font, veulent le faire. Alors, justement, précisons. En fait, c'est très difficile et en fait, d'ailleurs, tout le monde n'a pas la même interprétation de ce que ça veut dire être EVM compatible. Est-ce que c'est être capable d'avoir, de partir de Solidity et d'obtenir un smart contract en faisant une étape qui va être soit ce qu'on appelle une transpilation, c'est-à-dire partir d'un langage, le faire passer dans une moulinette et le transformer, d'accord? Et qu'après, le résultat de la transformation il soit exploitable directement. Donc ça, c'est l'approche de ZK Sync. Et il y a l'approche directement, une pure compatibilité, c'est ce qu'on appelle l'EVM équivalence. Et donc, littéralement, c'est le bytecode, pardon. Donc, revenons peut-être un peu en arrière. Quand vous développez un smart contract, par exemple en Solidity, vous allez développer votre smart contract. En réalité, ce n'est pas ça directement qui va être exécuté par l'EVM, par la machine virtuelle EVM. Il y a une étape de compilation qui va prendre ce code Solidity et le transformer en bytecode, qui est un langage bas niveau, binaire, qui va être interprété par la machine virtuelle Ethereum. Et en fait, le VM équivalent, c'est de se dire le bytecode qui a été généré à partir d'un Solidity, il marche sur Ethereum. Moi, je le prends tel quel sur mon ZK Rollups et je le déploie. Donc ça, c'est l'approche de Scroll, par exemple, qui a un autre ZK Rollup et eux, ils veulent faire ça. Ce qui est encore plus dur, bien sûr, que le premier niveau. Donc, dans les deux cas, c'est dur de faire une ZK EVM. Donc, en fait, en disant on n'est pas EVM compatible, l'approche Sparknet, on s'enlève cette contrainte. Deuxièmement, en fait, et j'ai mis du temps à le comprendre parce que moi, je me disais, putain, c'est quand même chaud de ne pas avoir l'EVM compatibilité, etc. Donc, il faut savoir, par exemple, moi, dans le cadre de mon nouveau projet, on build des smart contracts, etc. Donc, il a fallu choisir un moment sur quel écosystème on devait aller. On devait aller sur un layer 2. Donc, on a choisi Starknet. Mais ça a été difficile de prendre cette décision au niveau stratégique parce que, par exemple, on avait recruté des développeurs pour faire du Solidity. Et en fait, déjà, on se dit, il faut savoir s'ils pourront passer assez facilement sur du Cairo, etc. Et ensuite, voilà, on s'est dit, voilà, un nouveau langage, etc. C'est pas anodin. Mais en fait, après, j'ai compris, donc en échangeant pas mal avec les personnes de Starkware et tout, qu'en réalité, c'est un avantage concurrentiel énorme parce que ne pas être VM compatible, ça veut dire aussi ne pas être limité par le VM. Donc déjà, ça, c'est quelque chose qui est très, très fort. En fait, parce que finalement, c'est bien beau d'être VM compatible, mais ça veut dire qu'à tout moment, on sera toujours limité par ce qui est possible de faire sur le VM. Là où Starknet, en prenant cette décision radicale, OK, on n'est pas VM compatible, mais ça veut dire qu'on n'est pas limité par le VM et on peut aller plus loin que ce qui est possible de faire avec le VM. Donc, en fait, c'est même pas comparable avec. On peut même pas les comparer de manière équivalente. C'est-à-dire que si tu vas prendre un ZK Sync par exemple et un Starknet, ZK Sync très bien, mais il va être limité par le VM. Starknet, tu pourras voir émerger des contrats qui feront des choses impossibles à faire avec le VM. Donc, c'est ça aussi cette approche-là que moi j'aime beaucoup de me dire OK. On n'est pas limité par le VM, on est une nouvelle génération, on peut aller même encore plus loin que ce qui est possible de faire. Donc j'aime beaucoup cette approche. Et en termes de plan de carrière pour des gens qui voudraient se lancer dans le Web3, je pense qu'apprendre le Cairo, je pense que ça peut être très intéressant parce que vous allez, première chose, vous allez être en compétition avec beaucoup moins de développeurs. J'ai pas les nombres exacts, mais par exemple, vous voulez faire du Solidity, vous allez être en compétition avec 100 000 développeurs.
En Cairo, vous allez être en compétition avec 1000, par exemple, à tout casser. Ça, c'est la première chose. De deux, comme c'est un langage qui est récent, vous allez être en compétition avec des gens qui ont presque le même niveau d'ancienneté que vous. Là où en Solidity, vous allez pouvoir être en compétition avec des gens qui ont 4, 5 ans d'expérience en Solidity. Donc, c'est pas du tout Mm. pareil. Et en termes d'opportunités, forcément, comme c'est pas compatible, il y aura quasiment tout à reconstruire sur Starknet. Que ce soit les dApps, les projets, tout ce qui va être sur Ouais. l'écosystème, etc. Donc, apprendre le Cairo me paraît être un move stratégique très intéressant pour un développeur qui voudrait aller dans Web3, clairement. Ok. Et moi, de ce que j'ai l'impression, en fait, ce choix stratégique de choisir le Cairo et de choisir son propre langage plutôt que de rester EVM, en fait, c'est peut-être plus un choix long terme qu'un choix court terme, parce que je pense que l'effet de réseau se construit. On l'a vu sur Solana, le nombre de développeurs qui est arrivé chez Solana et qui a commencé à build sur Solana a été assez incroyable. Et en fait, l'effet de réseau, surtout dans la crypto, se construit assez rapidement. Et je pense que c'était plutôt un bon move, rien que d'un point de vue marketing. Tu vois, si on regarde hors de la tech, si ça permet à la tech de faire plus de choses et que de toute façon on arrivera à créer un effet de réseau si on est bon, et ben en fait le move reste cool. Et quand je vois et je discute avec des développeurs de Starknet, ils ne partiront, en fait ils sont rentrés, ils ne repartiront pas, tu vois. Ouais. Quand je discute avec des développeurs de Starknet et avec toi là manifestement, quand ils sont rentrés ils ne repartiront pas. Et j'ai eu la même sensation quand je discutais avec des développeurs de Solana. Je sais pas si c'est encore d'actualité, mais en tout cas, là, c'est vrai que bah, en fait, c'est limite un truc qui se transforme en un avantage, même marketingment parlant, puisque en fait, tu as un taux de rétention assez élevé sur tes développeurs et tu as un nombre de forks bien moins élevé, donc le Exactement. copier-coller bien moins élevé, puisqu'en fait, c'est super galère de faire un copier-coller là. Exactement. Tu as raison. Complètement stratégiquement, je suis totalement d'accord. Si on enlève l'aspect technique, tu as raison, c'est un énorme move. Et ça m'emmène aussi à une autre des raisons pour lesquelles je suis bullish sur Starknet, c'est Yes. Starkware, l'entreprise, en fait. Les gens. L'entreprise, pourquoi? Ouais, les gens. L'entreprise. Alors, deux choses. L'entreprise, Starkware, vraiment, et la communauté qui est en train de se construire. L'entreprise, donc, avec notamment Eli Ben Sasson, qui est l'inventeur des Stark, enfin, co-inventeur des Stark. Une boîte qui sont à peu près 60. Ils ont un vivier de talent qui est incroyable en termes de mathématiques, crypto, recherche, etc. Ils sont très, très actifs, très, très forts. Et un petit. En gros, en réalité, 60 personnes dans une entreprise crypto, c'est pas énorme. Si on compare, par exemple, avec des choses qui pourraient être un peu comparées, par exemple, Consensus, l'entreprise dans laquelle j'étais, Consensus, voilà, c'est 800 personnes, d'accord. Et entre guillemets, Avalanche, je pense qu'on. Ah, je sais pas, je pense qu'on. Avalanche Foundation, je pense que c'est 500, 600, non? Quelque chose comme Oh, ça. peut-être moins quand même. Mais en tout cas, je pense que oui, c'est beaucoup plus que 60. Et ce qui est incroyable avec Starkware, malgré tout, c'est quand même en très peu de temps, je pense en 3 ans, ils ont acquis la même valorisation que Consensus avec 10 fois moins d'employés. Donc c'est quand même assez incroyable. C'est une entreprise qui a une bonne vision. Non seulement ils sont brillants d'un point de vue technique, mais je pense qu'ils articulent bien la partie stratégique. Par exemple, Louis, qui est le head of ecosystem, c'est un monstre. Franchement, littéralement, c'est un monstre. C'est vrai que c'est impressionnant. Quand on lui parle, on voit tout ce qu'il fait sur Il est l'écosystème. partout. Ouais, il est partout. Et c'est incroyable. Moi, j'ai parlé justement il y a 2 semaines à Amsterdam avec lui. On a parlé sur plein de sujets. Et franchement, ça me rend de plus en plus bullish sur l'écosystème. Quand je vois justement ce vivier de talent et cette force un petit peu stratégique et leur force pour créer ce fameux réseau, comme tu dis, la communauté là, qui est en train de se monter, c'est vraiment de la qualité, de la bienveillance, et c'est des gens qui sont là pour du long terme, pour construire quelque chose de grand, quoi. Et j'aime beaucoup, ça me redonne les mêmes vibes que j'ai connues au début d'Ethereum, quoi, en fait. C'est vraiment Ok. ça que je ressens. Et ça, je trouve ça très puissant. Et du coup, là, tu viens de faire un parallèle avec Ethereum, c'est intéressant. Si on doit faire un parallèle entre ZK Rollup versus Other Layer 1, donc les Avalanches, les Solana, etc., qu'est-ce que tu en penses? Et vu que tu es à ce point bullish sur Starknet et sur les Layer 2 même en général, à quel point je sais pas, je dirais optimiste par rapport à un monde multi-chain? Et donc, est-ce que tu penses que les solutions de type Avalanche, Solana, etc., sont toujours pertinentes dans un monde où on a beaucoup de Layer 2 qui fonctionnent et qui fonctionnent très bien en termes de scalabilité? Oui, ok. Alors, je ne les mets pas tous sur le même plan. Solana, je vais te dire très franchement, clairement pas, pour plusieurs raisons. Philosophiquement, leur vision de la décentralisation, etc., ne me plaît pas du tout. Mhm. Et de deux, continuer dans cette direction d'approche monolithique, pour moi, c'est voué à l'échec.
En gros, de se dire, voilà, on va être capable d'avoir une blockchain monolithique qui fait tout, consensus, exécution, etc. Enfin, il n'y a pas photo, ça marche pas. Et il faudrait un déni incroyable pour pas s'en rendre compte, sachant que même récemment, elle est encore tombée, la blockchain. Ça, c'est incroyable de se dire que les gens sont, à quel point les fanboys de Solana sont tolérants avec Solana. C'est incroyable, ça me choque. Littéralement, ça tient pas du tout la charge. Dès qu'il y a un projet NFT qui a du succès, etc., ou qu'il y a des bots, ça tient pas. Et le pire, c'est quoi? Il y a deux choses qui me consternent totalement. C'est que il suffit d'un petit message de Anatoly ou quoi, on dit ah bah venez les validateurs, on se met sur Discord et on restart la chaîne. Enfin, si tu as un système aussi où en rassemblant un si petit nombre d'acteurs, tu es capable de on-off ta chaîne avec un interrupteur, bah what the fuck, moi littéralement ça me choque profondément. Autant faire une base de données. Autant faire une base de données, littéralement. Mais bon, ça ne plaît pas aux VC qui ont investi, forcément. Donc voilà, c'est ça le problème. C'est un alignement des intérêts qui est pas juste du tout. Et de deux, récemment, la solution qu'ils ont envisagée à ce problème, c'est quoi? Censurer les projets NFT qui attirent des bots. Mais ça, c'est inconcevable. C'est vraiment là, littéralement, s'il y a un truc que je peux pas céder, c'est ça. La solution à ton problème de chaîne qui ne tient pas la scalabilité, à cause de quoi? À cause du modèle de fees. Disons-le très clairement, leur modèle de frais n'est pas du tout adapté. Ils ont un modèle à coût fixe, en fait, qui ne dépend pas de l'utilisation du réseau, à la différence d'Ethereum. Tu vois, Ethereum, notamment depuis l'introduction de l'EIP 1559, il y a une directe corrélation entre le coût d'une transaction et l'usage du réseau. Pour faire très simple, plus les blocs sont remplis, plus ça coûte cher. Les gens se plaignent de ça. Mais c'est la seule raison, l'unique raison pour laquelle Ethereum ne tombe jamais, en fait. Solana, ils veulent attirer en disant oui. On l'a vu là avec les landes des Bored Apes. Exactement. Ok, on pouvait dire que c'était très cher. Ouais, mais elle n'est pas tombée, la chaîne. Et ça marchait. Ça n'est pas tombé. On n'a pas besoin de dire on va censurer des gens, blacklister des bots, etc. Ce qui est inconcevable. Si tu es une blockchain qui fait ça, tu n'es pas une blockchain. La résistance à la censure, c'est une propriété sur laquelle il ne faut jamais céder. Et c'est là où tu peux très clairement distinguer Ethereum et tous les Alpha Layer One, très simplement. Donc Solana, il n'y a pas photo, clairement, j'y crois pas du tout. Ok. Mais en plus de ne pas aimer leur vision, le côté que c'est une VC chain et tout, enfin, je passe même pas. Mais même sur un point de vue technique, l'approche monolithique, j'y crois pas. Et leur vision de la décentralisation, laisse tomber. Maintenant, tout ce qui est Avalanche, etc., au moins Avalanche, je trouve qu'ils ont le mérite d'innover. Voilà, avec par exemple les subnets, etc., ils ont innové, etc. Ils ont été très longuement décriés pour le côté, c'est juste un fork de Get avec la sidechain, etc. Je pense qu'ils sont sortis de ça et que on sent vraiment, il y a des gens passionnés. Je pense par exemple à Nicolas Lemaître dans la communauté francophone. C'est vraiment des gens qui sont passionnés, ils croient en leurs convictions, etc. Moi, je pense que, je préfère clairement la vision d'Ethereum Avalanche, mais au moins je reconnais quand il y a des builders qui sont convaincus et qui font les choses avec conviction et avec âme. Et c'est le cas sur Avalanche. Ils essaient d'innover avec les subnets, etc. Donc, mais malgré tout, voilà, je pense que je préfère la vision d'Ethereum. Notamment, déjà d'une, j'ai un avis de plus en plus tranché sur le proof of stake comparé au delegated proof of stake. Donc, je fais un petit parallèle par Cosmos. C'est quoi la différence, Ouais, ok, donc je vais parler de la différence. Donc, le proof of stake, par exemple, sur Ethereum, en fait, vous allez vouloir contribuer à la sécurisation du réseau. Vous allez devoir stacker, d'accord? Donc là, la barrière, c'est 32 Ethers, par exemple, sur Ethereum. Vous allez lancer votre nœud, un logiciel, et vous allez stacker avec. Ça veut dire que vous contribuez réellement à la sécurisation du réseau, parce que le logiciel que vous allez faire tourner chez vous, il va tourner sur la blockchain, proposer des blocs, valider des choses, etc. Et vous avez un devoir moral de le maintenir à jour, de faire en sorte que votre validateur il soit toujours accessible. Parce qu'en gros, grosso modo, dans le proof of stake, comment ça marche? Vous êtes un validateur du réseau. À un moment donné, vous pouvez être réquisitionné pour faire une tâche. On va dire, le protocole va dire, ah bah tiens, c'est à toi de créer un bloc, vas-y, crée un bloc. Donc, vous devez que votre service soit disponible à ce moment-là. Donc, moi, je trouve que ça, c'est un comportement qui est sain. C'est-à-dire que les gens qui font ça, ils ont un devoir moral. Et en plus, s'ils ne le font pas bien, ils ne seront pas rémunérés correctement. Donc, en fait, il y a une directe relation entre l'effort que vous mettez à sécuriser le réseau et ce que vous touchez en contrepartie. Donc, si vous essayez de tricher, vous allez avoir du slashing, vous allez être pénalisé. Et si vous avez une infrastructure qui n'est pas résiliente, pareil, vous n'allez pas être rémunéré comme quelqu'un qui le fait bien. Donc, ça, c'est très sain. Le delegated proof of stake, à contrario, vous avez un nombre de validateurs réels qui est beaucoup plus petit.
D'accord? Et vous allez pouvoir déléguer. Donc, vous voulez profiter du rendement, vous allez être, par exemple, sur Avax ou sur Cosmos ou quoi que ce soit, vous allez prendre vos assets et vous allez dire, je vais les déléguer à tel validateur. Donc, vous allez dans la liste des validateurs, vous choisissez. Le problème, c'est qu'en faisant ça, vous ne contribuez pas réellement à la sécurisation du réseau, autre que mettre en jeu une partie de votre argent. Parce qu'en fait, c'est de l'argent que vous mettez en jeu en faisant ça. Donc, ce côté un petit peu capitaliste me gêne, parce qu'en fait, si c'est que mettre en jeu de l'argent, c'est pas intéressant. Et c'est beaucoup moins méritocratique que si vous contribuez réellement à la sécurisation du réseau. Et en soi, ça pourrait éventuellement marcher dans certains contextes. Mais le problème, c'est que déjà d'une, les délégateurs très peu font l'effort de sélectionner avec rigueur les validateurs chez qui on délègue. Voilà, vous allez déléguer presque à n'importe quel validateur, vous allez prendre quelqu'un dans le top 10 sans regarder même qui dirige, qui lance ce validateur, est-ce que c'est un validateur de qualité, etc. Donc ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que tant que les délégateurs ne se sentent pas responsables de la sécurité du réseau et choisissent les validateurs comme ça à l'arrache, ça ne peut pas marcher. De deux, je pense qu'il y a un manque aussi de transparence de la part de ces écosystèmes ou des validateurs, dans le sens où, voilà, je pense que très peu d'entre eux font l'effort de fournir par exemple des rapports, de dire mon validateur il a tourné tant de temps dans le mois, d'avoir des métriques réelles de l'infrastructure sur laquelle il tourne, voilà, même en termes de consommation énergétique, ce genre de choses. Donc ça, je trouve que c'est un problème. Et enfin, très concrètement, cette course un petit peu au marketing pour attirer des délégateurs me déplaît très profondément. Parce que c'est-à-dire que c'est celui qui a le plus gros marketing, la plus belle communication, qui va attirer le plus de délégations chez lui et donc qui va gagner le plus d'argent. Et donc, in fine, c'est une concentration du pouvoir qui est très dangereuse et qui me déplaît profondément. Parce qu'en fait, ça tend à centraliser sur un petit nombre de validateurs. Vous pouvez voir des statistiques, hein, vous prenez n'importe quelle chaîne Cosmos, vous prenez le top 10 au Genesis de chaque chaîne, donc au lancement de chaque chaîne, et le top 10 un an après. Et ouais, déjà, d'une, ça peut être ça, clairement. Et de deux, ils ne bougent pas, en fait. C'est-à-dire que ceux qui étaient là au début, ils ont très peu de chances d'être évincés, même s'ils fournissent un validateur qui n'est pas de qualité. Donc ça me dérange très profondément. Après, bien sûr, en plus, oui, il y a du lobbying. Clairement, il y a du lobbying dans un nouveau projet qui va se lancer. On va faire du copinage avec les copains-copines, d'autres projets, etc. Donc, philosophiquement, ça me dérange profondément. Donc, je pense que j'y ai cru, j'ai voulu y croire, notamment sur Cosmos, etc. Mais finalement, la sécurité se résume à une poignée de validateurs qui peut faire la même chose que sur Solana, c'est-à-dire se mettre d'accord et redémarrer la chaîne, faire de la censure ou de ce genre d'action dévastatrice. Donc, pour moi, il n'y a pas photo à ce niveau-là. Okay. Autant je me pose encore des questions philosophiques entre le proof of work et le proof of stake, autant entre le proof of stake et le delegated proof of stake, j'ai plus aucun doute. Voilà. Ok, pas de problème. Et enfin, juste un dernier point, excuse-moi de te couper, sur la différence entre Ethereum et les soi-disant Ethereum killers. Je pense que, il y a un manque de recherche d'une de la part des utilisateurs et de deux, il y a un manque potentiellement d'honnêteté intellectuelle de certains projets, dans le sens où il y a une différence énorme entre l'état d'avancement d'Ethereum et les Ethereum killers, en termes de recherche, en termes de où on est, en termes de aujourd'hui et même ce qui est dans le roadmap pour le futur. Enfin, c'est littéralement, il y a un fossé avec tout ce que proposent les at layer one. Il y a vraiment pas photo. Ethereum travaille déjà activement sur des sujets que eux-mêmes n'ont même pas encore entreaperçus et qui savent pertinemment qu'ils auront comme problème dans le futur. Donc, vraiment, il y a un fossé entre cette partie-là, sur la partie recherche, entre Ethereum et les soi-disant Ethereum killers. Donc, bon, voilà. Ok, très bien. Bah, c'est cool d'avoir un avis d'Ethereum plus côté Ethereum là-dessus, parce que la majorité des gens sont plus de la vie multi-chain. Et personnellement, justement, je me disais, en fait, c'est quoi le sursis que Ethereum 2.0 est en train de donner à toutes ces alt L1? Parce qu'en gros, je me disais, plus Ethereum 2.0 va tarder et ce monde un peu des layers 2 va tarder, plus ils vont prendre des parts de marché, il faut le dire. Et donc, à partir de là, moi, je me disais, en fait, c'est juste... c'est que momentané, tu vois. Exactement. Et c'est pour ça que j'ai posé la question à pas mal de gens, dont à Samy, et je me dis, est-ce que c'est momentané, tu vois? Est-ce que pour toi c'est momentané? Et en fait, pour moi, ça l'était. Je suis encore en réflexion, tu vois, mais en fait, quand je discute avec des gens comme ça, quand je discute avec les gens de Starknet, je me dis, ouais, et surtout quand on voit un peu ce qui peut se passer avec la Layer 3,
ça l'est de plus en plus. Et c'est pour ça que je me dis, Exactement. bon, bah, Non, mais c'est voilà. clair. là-dessus. Pour moi, il y a deux choses là qui vont mettre tout le monde d'accord. Mais effectivement, déjà d'une, il faut savoir que même artificiellement, ils peuvent le faire durer quelques années. Avec l'argent qu'ils ont amassé, ces écosystèmes, ils peuvent faire vivre un petit peu leurs écosystèmes pendant plusieurs années de manière totalement artificielle. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, après le merge et le passage au proof of stake d'Ethereum et l'adoption de Layer 2, j'aimerais que quelqu'un me cite une raison de ne pas utiliser Ethereum et d'utiliser Avalanche, Solana, etc. La Le problème scalabilité des sera fees, plus élevée ou pas? bah voilà, exactement. Il y aura une Oui, meilleure elle le scalabilité fera. via les. Bah oui, bien sûr. Ok. Il y aura une meilleure scalabilité sur Ethereum que sur l'ensemble, même réuni, de tous ces écosystèmes. Donc, une fois qu'il y a la scalabilité et des fees qui sont pas chers, il n'y a aucune raison de ne pas utiliser Ethereum, Voilà. sachant que la sécurité est meilleure, bien meilleure, Et la la décentralisation. décentralisation est bien meilleure et la communauté de builders est bien meilleure. Il n'y a pas photo. En termes de recherche, en termes même de nombre, etc., d'esprits brillants qui travaillent sur cet écosystème, enfin, la communauté Ethereum est inégalable. Ok. Donc, ouais. Ok, bah, très bien. Bah, je pense que c'est un bon mot de la fin, Abdel. La communauté Ethereum est inégalable. Merci à toi d'être venu sur la chaîne. Et Bah, puis merci. pourquoi pas une mise à jour d'ici quelques mois, quelques semaines si ça t'intéresse. Carrément, avec plaisir. Merci à toi. Merci à toi. Ciao. Ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. Je vous invite à liker, commenter le tout pour l'algorithme, mais aussi pour me permettre derrière d'avoir plus de volume et d'inviter de plus en plus de jeux intéressants sur la chaîne. Donc, si vous savez pas quoi commenter, vous pouvez commenter une personne que vous aimeriez voir sur la chaîne en masterclass. Je vous invite à aller dans la description aussi si vous voulez vous former sur la finance décentralisée ou la finance underground pour générer des revenus passifs qui peuvent être très intéressants. Donc, sur ce, on se dit à la semaine prochaine. Ciao!